Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à ce 5e rendez-vous mensuel de notre émission À vous la parole, notre dernière de la saison. Mon nom est Martine Laval. Aujourd'hui, nous discuterons d'un sujet significatif pour le Québec tout entier, mais qui résonnera peut-être encore plus particulièrement ici, dans les Laurentides, alors que la province est le lieu, voire le deuxième pays après le Japon, où la population vieillissante prend de plus en plus d'importance. Les statistiques annoncent que vers 2030, environ 25 % de la population aura 65 ans et plus. Nous lançons donc la discussion sur le sujet choc suivant. Pourquoi tassons-nous nos vieux? Pour en discuter avec moi et répondre à mes questions, Madame Josée Grenier, professeure au département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme, et plus précisément professeure en gérontologie. Bonjour, Madame Grenier. Bonjour. Lise Legros, dont la maman de 102 ans réside au CHSLD de Sainte-Adèle et qui décide donc de s'impliquer dans différents comités des lieux. Bonjour Madame Legros. Fred Ardève, auteur d'une trilogie que je qualifierais de philosophique, suggérant à travers une histoire romancée un monde meilleur à bâtir. Bonjour, Monsieur Ardève. Nous aurions aimé la recevoir sur notre plateau, mais à cause de la distance, elle nous a plutôt offert de nous accorder une entrevue à l'écran de son téléphone intelligent, ce qui n'enlève toutefois rien au partage de notre défendresse des droits des femmes et également de nos aînés, maintenant qu'elle en est une. Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt avec une vieille auteure de 91 ans qui vient de sortir son dernier livre, La vieillesse par une vraie vieille, notre bien-aimée Jeannette Bertrand. Pourquoi, Jeannette, on tasse nos vieux? Parce qu'on est dans une civilisation de consommation et que tout ce qui est passé, tout ce qui est marqué par l'âge n'est pas intéressant. C'est comme ça. Dans d'autres civilisations, en Chine, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors que nous, les vieux, ils servent à rien. On leur demande jamais conseil. Ils sont rendus des fois à 60 ans avec énormément de compétences. Ils ont pris toute leur vie à avoir une compétence. On les fout à la retraite et puis c'est fini. Alors, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Et je compte beaucoup sur les nouveaux jeunes pour changer les choses. Et quand vous dites les nouveaux jeunes, c'est-à-dire la génération de vos petits-enfants? Je pense que tous ceux, les baby boomers aussi, qui ont changé beaucoup de choses, qui ont fait une petite révolution, la révolution tranquille, j'espère qu'ils vont qu'ils vont pas suivre l'exemple des gens avant eux et qu'ils vont mettre pépère puis mère en résidence à la maison de vieillard puis plus s'en occuper. J'espère, parce que on vit de plus en plus vieux. On vit maintenant jusqu'à 100 ans. Au Québec, il y a 1800 centenaires. Oui. Alors, les jeunes, faut qu'ils pensent qu'ils vont avoir 30 ans de plus de vie. Alors, faut faire quelque chose. Faut absolument que ces gens-là ne cessent pas de travailler ou fassent une deuxième carrière. Essentiel. Et vous, à l'âge que vous avez, Jeannette, pourtant, et vous le mentionnez souvent dans votre livre, vous pourriez bien vous bercer, mais vous, d'être totalement active.
je vais mourir si je ne fais rien. Parce que je suis quelqu'un de très actif. Je comprends qu'il y a des gens dans la vie qui sont contemplatifs et puis qui font rien puis qui sont bien là-dedans. Moi, je suis pas bien là-dedans. Et je sais, pour avoir tout lu sur la vieillesse et consulté tous les médecins qui s'occupent de la vieillesse, que c'est l'inaction qui tue. Je vais vous dire quelque chose. Ne rien faire n'a jamais valorisé personne. Il faut faire quelque chose de sa vie. On peut faire du bénévolat, on peut s'occuper activement de ses petits-enfants, mais il faut faire quelque chose. Ne rien faire, ça tue. Et c'est ainsi que nous lançons la première question. Si Jeannette dit qu'il faut rester actif, pourquoi est-ce qu'on refuse d'investir dans des gens qui pourraient mourir demain, comme elle dit? Madame Grenier, vous êtes à l'Université du Québec en Outaouais et vous enseignez la gérontologie. Avez-vous une réponse à ma question sur cette mentalité? Ben, en fait, c'est vrai ce que Mme Bertrand mentionne aujourd'hui. On a une société âgiste, là. Mais en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est parce que nos organisations aussi sociales et politiques font en sorte qu'il y a une catégorisation de l'âge. À partir du moment où il y a une catégorisation de l'âge, on arrive aussi avec des marqueurs de l'âge. Et à partir du moment où on a des marqueurs de l'âge, des marqueurs sociaux et physiques, on arrive aussi avec des préjugés à ce moment-ci. Je ne sais pas si ça vous donne une partie de réponse. Ça me donne une partie de réponse. C'est quand je pense à Mme Legros, qui a une maman de 102 ans, de laquelle vous vous occupez. Ce n'est pas qu'elle soit nécessairement très active, mais vous-même, vous avez dernièrement vécu quand même la réinsertion professionnelle à un âge où vous auriez peut-être pu penser à la retraite. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette mentalité où on tasse nos vieux, en fait, nos gens, même à l'âge de la retraite, on n'est pas sûr qu'on veut vraiment les engager, l'investissement ne vaut pas la peine, quoi? Ben, pardon, moi je dirais que c'est peut-être du cas par cas, finalement. Moi, c'est sûr que c'est un cas un peu exceptionnel d'avoir une maman de 102 ans. Elle est présente au CHSLD, elle est bien traitée, elle est heureuse. Moi, je suis contente qu'elle soit là parce que c'est quand même lourd de s'occuper soi-même d'une personne de 102 ans. Mais il n'en reste pas moins que je n'aurais rien contre pour un service à domicile ou un intérêt particulier pour une personne âgée, que ce soit une maman, un conjoint ou ainsi, là. Mais moi, c'est le cas qui m'occupe présentement et c'est correct. Je fais tout ce que je peux pour lui apporter le plus de bonheur possible et je le répète, elle est tellement bien traitée que oui, elle est bien. Je ne la sens pas du tout tassée. Non. Non. Monsieur Ardève, vous qui avez écrit ce roman en 3 tomes concernant un monde meilleur, mais en parlant de ce qu'était la vie pour ce qu'elle est devenue et ce qu'elle devrait peut-être être, quelle est votre philosophie sur le fait de ne pas intégrer nos vieux de cette façon dans notre société ou de les tasser carrément, encore une fois? Auparavant, je pense surtout à ma jeunesse où j'aidais mes parents dans la campagne et tout ça, il n'y avait pas ni de retraite, ni de maison de retraite, bien sûr. Et ils travaillaient jusqu'à la dernière possibilité de leur vie. Et c'est ça qui était merveilleux. Ils ne se sont jamais ennuyés. Il y avait toujours quelque chose qu'on leur demandait. Même les anciens, parfois dans les bistrots autour d'un verre, avaient encore quelque chose à apprendre à la jeunesse. Ils étaient toujours vivants, ils étaient toujours là. Et plus tard, ça a évolué. On a commencé, les fonctionnaires ont touché une retraite, etc., etc. Et puis finalement, ça a été avec le changement dans l'agriculture, par exemple, par l'agriculture de masse, pour ainsi dire, tout a changé. Ils ont transformé les maisons et tout. Et à partir de ce moment-là, beaucoup sont partis en ville pour faire d'autres travaux. Et ceux qui sont restés là n'avaient plus de place pour aller chez leurs parents ou à quelque part. Et les parents ne trouvaient même plus de place pour aller. C'est là qu'ont commencé les maisons de retraite. C'est la dissociation des générations, le début de la dissociation des générations, possiblement? C'est ça. D'accord.
Madame Grenier, vous enseignez la gérontologie à l'Université du Québec, en Outaouais. Qui vient prendre les cours? Comment vous y prenez-vous? C'est presque du recrutement, d'après ce que j'ai compris? Oui, en fait, nos jeunes ne sont pas vraiment intéressés à la gérontologie. Hein. Vraiment, ce n'est pas un sujet de prédilection pour nos jeunes. Nous, considérant aussi l'impact démographique actuellement, on a trouvé important à l'université, au département de travail social, de venir, je m'en dirais, imposer, entre guillemets, le cours au niveau du vieillissement. Il y a une raison pour ça aussi, parce que nos jeunes finissants, elles trouvent un travail souvent en gérontologie, parce qu'elles vont travailler principalement là, dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans des organismes communautaires. Donc, il y a beaucoup d'emplois dans ce cadre-là. Et nos jeunes arrivaient sur le marché du travail peu formés. Donc, de là, je dirais, la nécessité de former nos jeunes à venir prendre soin de nos vieux. Là. C'est un travail qui a quand même beaucoup d'avenir. Donc, si on comprend que la population est de plus en plus vieillissante, tout à fait. Mais on a donc de la difficulté à recruter des jeunes. Et pourquoi, encore une fois, la dissociation des générations? C'est pas sexy, hein? C'est pas sexy. C'est pas sexy. C'est pas sexy. La géronto, c'est pas sexy. Puis, il ne faut pas oublier aussi que nos jeunes ont 20 ans. Puis, lorsqu'on parle du vieillissement, c'est loin d'eux aussi. Puis, je dirais que, pas tous, mais nombreux sont ceux ou celles qui n'ont pas nécessairement de contact avec leurs grands-parents. Donc, il y a une espèce de distanciation-là entre les générations également. C'est assez présent. Lorsque je pose la question où je donne un travail aux étudiants d'aller parler à leurs grands-parents ou autres, je vois des étudiants qui lèvent la classe, moi, je les connais pas ou moi, je les ai jamais vus. Pas tout le monde, il ne faut pas généraliser, il faut nuancer ici, mais ça arrive, effectivement. D'où probablement le manque d'intérêt vers cette génération, donc, où on n'a pas l'impression qu'on apprendrait grand-chose. Puis les représentations face au vieillissement sont négatives aussi. Hein, donc, ce qu'on entend par rapport au vieillissement, mais c'est une dépréciation. On a souvent l'idée ou la représentation du vieux ou de la vieille dans un miroir. Et à partir du moment où je dirais, où on incite les jeunes, où les jeunes s'assoient puis sont dans les cours, ils voient qu'il y a plein de choses à dire parce que le vieillissement, c'est complexe et c'est fort intéressant. Mais c'est pas simple. On ne s'improvise pas aussi à travailler auprès des personnes âgées tout simplement comme ça. Donc, il faudrait peut-être en faire la promotion de ce qu'on y apprend et de là où ça peut nous mener. Oui, d'une cohorte à l'autre, les jeunes se parlent aussi, ils disent « c'est plus intéressant qu'on pensait. Oui. » Au CHSLD de Sainte-Adèle, vous êtes très impliqué dans les différents comités. Oui. Parce que, tant qu'à aller voir votre maman, vous vous êtes dit, je vais voir ce qui se passe là, la vie, ce dont on parle, ce qu'on essaie de faire pour eux. Quels sont ces comités dans lesquels vous êtes impliqués? Un des comités le plus important, c'est que l'on retrouve dans différents CHSLD, bien sûr. Il y a presque tout CHSLD a un comité de résidents. Le comité des résidents, dont le mandat premier est de viser à l'amélioration des conditions de vie de nos résidents et résidentes. Parlons-en justement de la condition de vie des résidents, des gens du troisième âge ou même du quatrième âge, puisqu'on s'en va beaucoup plus loin. Ouais. Les conditions de vie, là, c'est un CHSLD, mais ça peut être, évidemment, il y en a qui choisissent les résidences, évidemment, ça peut être très luxueux, mais pourquoi ne mettons pas, est-ce que vous avez une idée, est-ce qu'on tente de rendre joli l'environnement dans lequel vivent ces personnes qui vont vieillir pendant plusieurs années là? Vous m'avez déjà rapporté, je pense, une situation moins intéressante. Vous me posez des questions depuis tantôt et ça résonne dans ma tête comme, encore une fois, la réponse est du cas par cas. Ici, au CHSLD des Hautes-Terres, c'est ma première expérience, moi, où est-ce que je suis proche aidante d'une maman, dans ce cas-ci. Et c'est vraiment particulier, la façon que ça fonctionne dans cette institution-là.
Les traitements sont tout à fait appropriés, l'équipe soignante est excellente, il y a une dynamique avec les différents services, que ce soit l'alimentation, le loisir, tout ce qu'on peut intégrer dans cette bâtisse-là, c'est vraiment formidable. Alors déjà là, les conditions de vie, c'est sûr qu'il peut arriver des petits pépins à l'occasion, mais tout est fait en sorte que les gens soient bien. Que les gens soient bien. Et quand on entre là, probablement dans d'autres aussi à travers le Québec, on n'a pas l'impression qu'on entre dans un mouroir. Les gens sont souriants, les personnes âgées sont actives, elles ne sont pas laissées à elles-mêmes. C'est peut-être particulier, mais c'est comme ça. Avez-vous eu des expériences de visiter, M. Ardève, des endroits où justement ce n'est pas très propice à un vieillissement agréable et motivant même? Je crois que le plus terrible, je pense, n'est pas nécessairement le cadre dans lequel on les place, mais de n'être là et de ne servir à rien, de ne plus être quelqu'un, de ne plus participer au travail de tous. C'est ça qui est le plus terrible. Qu'une grande partie de la population, pourquoi on les tasse? Finalement, parce qu'ils ne sont plus tellement rentables. Parce que notre société est une société basée sur le financement, sur les gains, sur l'argent, etc. Quand un jeune va travailler, il donne le maximum de lui-même. Plus tard, il en arrive au point où on ne peut pas lui demander autant, parce que c'est un travail souvent machinal, etc. Alors, il est plus rentable. On le case. C'est terminé. On n'a pas de souci. Mais en réalité, on coupe le tiers de notre population dans des endroits où ils n'existent plus, où ils ne peuvent plus enseigner aux autres, participer, alors qu'on devrait les garder pour encore le plus longtemps possible, pour eux-mêmes et pour nous, servir à quelque chose. Grâce à toute la connaissance, j'imagine, toute Oui. la connaissance, l'expérience, On la l'expertise. C'est du gaspillage, C'est oui, du finalement, gaspillage, on les qui élimine. pourrait profiter non seulement peut-être à l'entreprise dans laquelle Oui. les personnes âgées travailleraient, mais Oui. également les générations suivantes. Est-ce que ça résonne, Oui, ça? bien, moi, je partage ce que M. Ardève vient de mentionner là, au niveau de l'utilité sociale. À partir de 65 ans, les gens prennent la retraite. Puis bon, sont plus utiles, mais il y a bon nombre de fonctionnaires, de gens. Moi, j'ai travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux et bon nombre de personnes qui prenaient leur retraite avaient envie de continuer. Mais par ailleurs, le rythme effréné dans lequel on est, les valeurs aussi organisationnelles, bon, rendent le travail où je dirais... les gens veulent quitter parce que les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles dans les réseaux, mais il y a bon nombre qui souhaiteraient faire du mentorat davantage. Et on a déjà perdu une expertise là, des infirmières en 2004. Là, on perd encore récemment avec la réforme de la loi 10. On a perdu des travailleurs avec une grande expérience. Et c'est une perte immense pour le réseau de la santé et pour la population aussi également. Donc oui, je pense qu'on aurait avantage à revoir les conditions de travail de nos travailleurs plus âgés. Et de l'apport qu'il pourrait peut-être apporter à la population. Mais oui. Alors, nous poursuivrons la discussion dans quelques secondes. Donc, nous parlions de relations intergénérationnelles. De quoi pourrait profiter une génération comme l'autre, d'ailleurs, que ce soit les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées? Que pourraient-ils profiter les uns des autres? D'expérience, des connaissances, l'échange mutuel, de s'apprivoiser, puis de voir que quelqu'un de 20 ans et 60 ans, bien, ils ont des choses en commun. Plein de choses. Puis ça existe aussi. Il y a des lieux ou des maisons de solidarité. Il y a des personnes plus âgées là, qui, je pense à une organisation là, dans le coin de Villeray à Montréal où les personnes plus âgées, surtout des grands-mamans, bien, font l'aide aux devoirs. Je pense entre autres à Grand-mère Caresse où les grands-mamans font des visites aux mamans qui viennent d'accoucher, aux papas. Donc, il y a une foule d'activités où les personnes âgées sont impliquées. Et il y a des lieux aussi de solidarité. Et ce qu'on en dit, c'est que chacun y gagne à l'intérieur de ça. Chacun y gagne.
Et ce que je trouve, par contre, malheureux, c'est qu'on est, d'une certaine façon, obligé de créer des lieux de solidarité. C'est comme si ça ne vient pas naturellement. Voilà, peut-être que je crois que M. Ardève aurait bien beaucoup à dire peut-être sur justement la structure familiale. Là, on crée des besoins. Parce qu'elle n'est plus là. Mais la structure familiale, elle, aurait probablement à faire beaucoup, n'est-ce pas? De façon naturelle. Je dirais la structure sociale. Parce qu'en l'occurrence, la société familiale telle qu'elle est, ça fait séparer tout le monde. On les sépare déjà là. Au départ dans la vie, le mariage arrive, on se met dans une petite maison, il faut en construire énormément, et puis là, on a des enfants, et puis à un moment donné, il ne reste plus qu'à nous caser. Et à tout point de vue, sur le plan professionnel, etc., il y a trop de coupures par rapport à la société. Et la meilleure société, dans le fond, ça serait une société plus conviviale, déjà au niveau des activités professionnelles, du travail, qu'on se regroupe selon notre type d'activité. Si c'est dans la campagne, il ne faut pas que ce soit une vaste communauté. Il faut que ce soit des personnes qui peuvent se parler, se connaître, etc., qui peuvent avoir des relations aussi bien sentimentales que professionnelles. L'essentiel, c'est que chacun donne le meilleur de lui-même. Ils sont 30, ils sont 40, ils sont 24, peu importe, mais ils se connaissent, ils s'entraident. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire qu'on se regroupe plutôt par les capacités. Les studios forment leur communauté. Les communautés fraternelles dont vous parlez dans votre livre. Et on a du plaisir à travailler ensemble. Oui. Et à ce moment-là, tout change finalement. Et bien sûr qu'on ne va pas les balancer à la retraite, ceux qui sont là. On va les garder jusqu'au dernier moment. Ce qui peut nous séparer, bien sûr, c'est les conditions de la santé ou des choses comme ça, relativement. Bien que beaucoup de conditions de la santé seraient guéries dans un cadre plus convivial et tout, parce qu'ils seraient heureux de faire, même s'ils font que garder les poules, finalement. Bien, justement, Madame Legros, je pense que vous pouvez peut-être témoigner de ça, du fait d'une meilleure santé, peut-être dans un meilleur environnement. Vous qui êtes justement dans les différents comités des résidents, des familles, et de la condition de santé. Est-ce que vous êtes témoin? Vous pouvez témoigner du mieux-être des patients ou des résidents qui sont là? Si on fait référence à cette institution-là, à l'intérieur, il existe d'autres comités qui sont, exemple, le groupe de soutien, qui travaille énormément à faire prendre conscience aux familles que les personnes qui sont là ont besoin d'elles, qu'elles ne doivent pas être laissées à leur compte. Elles ont énormément besoin de visites, elles ont besoin de distractions. Il y a des gens qui sont là, qui sont encore capables d'aller à l'extérieur, d'aller au resto, d'aller passer un après-midi, une soirée à la maison, même un week-end avec leur famille. Ils ont le droit. C'est pas parce qu'ils sont là qu'ils n'ont pas la permission de sortir. Puis ça, c'est important pour les gens qui sont encore capables de le faire. Mais j'écoutais M. Ardève tantôt quand vous parliez là, un peu que le cheminement de la vie aujourd'hui se fait par étapes. Vous parliez de mariage, les enfants, c'est vrai, on dirait que c'est par tranche de 20 ans ce qui se passe. Alors qu'avant, c'était une belle continuité. On venait au monde, on allait à l'école, on cheminait dans la vie, puis on se rendait loin parce qu'on n'était pas arrêté par Donc, on vieillissait ensemble, on faisait le parcours de la vie tous ensemble en vieillissant. C'est peut-être pour ça aussi que le partage des valeurs se rendait là où il devait être. Parce que les valeurs ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Comment se fait-il que nos jeunes ne reconnaissent pas la belle expérience de vie qu'une personne âgée peut leur apporter? Moi, si je vous disais qu'ici, là, on n'en voit presque pas des jeunes, presque pas d'adolescents qui viennent visiter, presque jamais de petits-enfants. C'est triste, ça. Moi, je me rappelle que dans ma génération... Oui, pourtant, on travaille fort là-dessus, là, pour inciter les familles à agir autrement. Mais moi, je me rappelle que dans mon temps, une tante, un oncle,
un grand-papa, une grand-maman, c'était précieux. Il fallait tout faire pour entretenir ce lien qu'on avait développé avec la personne dans notre bas âge. D'où probablement ce dont vous parliez, Madame Grenier, quand vous disiez qu'on a de la difficulté à recruter des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas la notion, voilà, par manque peut-être de communication ou de côtoiement avec les générations plus âgées. Oui, ou je le redis, là, vieillir, c'est pas sexy, les représentations négatives sont là. Les jeunes ont d'autres intérêts que s'intéresser à leurs grands-parents. Peut-être que s'il y avait davantage une combinaison des âges dans différentes sphères de la société, ça inciterait davantage les jeunes à s'intéresser au vieillissement. Mais j'aimerais revenir sur ce que Madame mentionnait tantôt. Les proches aidants, en fait, c'est 80 des proches aidants qui prennent soin de leurs personnes, de leurs proches. Donc, il faut faire attention ici. Les familles sont largement impliquées lorsque les gens sont malades. Puis ça, c'est une véritable statistique, là. Donc, il y a quand même une grande part de la population qui est impliquée auprès de leurs proches là, qui sont malades. La preuve est quand même... Pourquoi ils deviennent malades? C'est ça qui est intéressant. Oui. Comment vous dites, M. Pourquoi ils deviennent malades? Pourquoi ils deviennent malades? Vous prônez vraiment, allez-y, continuez sur cette ligne-là, le fait que la maladie est souvent causée par l'isolement ou par le manque de soins ou le manque d'attention? Je pense plus à l'isolement, certainement, à tout point de vue. Les maisons de retraite, je suppose, sont souvent... financée par une société séparée de ceux qui sont les membres de cette société de retraite. Alors que, dans le fond, si réellement on vivait toujours à travailler ensemble, dans le domaine qu'on connaît, etc., on ne sentirait pas de séparation. Et d'ailleurs, en Scandinavie, le modèle d'habitation en Scandinavie, où justement, on mélange les générations pour qu'elles se côtoient et qu'elles vivent en fait ensemble, même si elles ne sont pas de la même famille, mais que, disons, que les personnes âgées ne soient pas d'un côté, les jeunes familles de l'autre, les enfants, et qu'il n'y ait pas de mélange. Je crois qu'il y a une maison à Montréal où une personne qui a développé plusieurs immeubles où finalement toutes les catégories de population peuvent se réunir. Ça, c'est fantastique. Il y a aussi un frigo communautaire. C'est des petites choses, finalement. J'ai appris dernièrement que dans un lieu communautaire pour personnes âgées, les dames de 90 ans se sont mises à faire de la cuisine pour les pauvres, ou des trucs comme ça. Dans le fond, ils sont restés un peu actifs, c'est ça qu'il faut être. Oui, donc ça revient toujours évidemment à avoir des projets, à faire en sorte de se sentir utile. Mais évidemment, on va rechercher aussi le lien entre les générations. Mais sur le plan d'être utile, justement, le bénévolat prend une grande place rendu à un certain âge. Est-ce que c'est parce qu'on est tassé, justement, du monde professionnel qu'on se dit, bon, ben tant qu'à ne rien faire, allons faire du bénévolat, rendons-nous utiles de cette façon-là? Certainement. Mais on devrait tous être des bénévoles. Parce qu'on est les serviteurs de l'argent. Et en tant que serviteurs de l'argent, en tant qu'on rapporte quelque chose au système, là, on existe. Mais du moment qu'on est casé, on n'apporte plus au système. Reste le bénévolat. Je pense que les chefs qui est très honorable, bien sûr. Les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs, ne pensent pas trop à faire du bénévolat, même dans leur retraite. Moi, si je peux rajouter une chose, j'ai participé justement hier à une session de formation de bénévoles au CHSLD. Ça a été super intéressant et je regardais les gens autour de la table, on était peut-être 25, 30. La part de ces gens-là pour les personnes âgées, elles veulent servir cette clientèle-là. C'est tellement beau. Au même titre qu'on a des employés, que ce soit des préposés ou des infirmières, qui ont la vocation. Mais ces gens-là, les bénévoles autour de cette table-là, ont la vocation de travailler avec nos personnes âgées. Ça vient du fond de l'âme, ça vient du cœur. Et ça, les personnes âgées en témoignent.
Est-ce que ce sont des gens d'un certain âge? Est-ce que c'est dans la soixantaine, dans la 70, oui. peut-être même 50. C'est des gens à la retraite, oui, peut-être, mais il y en a qui ne sont pas à la retraite. Mais peut-être que cette génération-là comprend mieux, justement, voilà. ce qu'est la vieillesse comparée aux jeunes qui pourraient apporter une énergie, j'imagine, évidemment très, très importante, mais qui n'envoie pas nécessairement comment je dirais, la profitabilité pour eux parce qu'ils sont trop loin de là. Mais évidemment, des gens qui approchent de la retraite et qui ont du temps à donner, probablement, c'est ce que je comprends. Nos bénévoles ont souvent 50 ans et plus, n'est-ce pas? Mais tout, à mon avis, tout s'acquiert, tout se développe. Si un jeune, il aurait passé un petit stage d'une demi-journée, et voir comment ça se passe. Il y a des écoles, d'ailleurs, qui font ce genre de stage. Et voir comment ça se passe. Oui. Peut-être pas dans un endroit où est-ce que c'est démoralisant, où est-ce que c'est un mouroir, mais un endroit où est-ce que c'est vivant, où est-ce qu'il y a une dynamique entre les personnes âgées. Ça pourrait aussi être... Ça pourrait bien servir nos gens. Alors, la suite après la pause. Est-ce que vous croyez qu'on place peut-être nos parents, nos proches, un petit peu trop facilement, un peu trop rapidement, par exemple, pour un oubli quelconque, une petite négligence, on se dit « Ah, maman ou papa ne peut pas rester à la maison, ne peut plus rester à la maison, il faut le placer. » Est-ce qu'on va un petit peu trop rapidement sur cette solution? Moi, je dirais que... Je m'excuse. Non, Peut-être que c'est pas si facile de placer les personnes âgées. Parce que oui, on peut l'avoir en tête, on peut faire des petits caucus de famille, puis dire, bon, maman, c'est le temps de la placer, papa, ainsi de suite, ou un conjoint. Par contre, les critères d'admissibilité dans les résidences, que ce soit au privé ou... Les listes d'attente sont tellement longues que les critères d'admissibilité sont de plus en plus pointus. Ça prend tant d'heures, il faut justifier avec tant d'heures de soins requis pour en arriver à ce que la personne soit admise. Il y a des listes d'attente, ça peut être même des 5 ans, des 10 ans. Alors, c'est sûr que ça n'enlève pas l'intérêt de quelqu'un de dire, bon, moi, c'est dangereux, on va placer maman ou papa, mais encore là, Jeannette Bertrand parle des ghettos pour personnes âgées. Les vieux se ghettoisent, c'est-à-dire, j'imagine, les résidences. En fait, on construit de plus en plus de groupes de résidences ou d'endroits. C'est presque des clubs med, comme elles les appellent d'ailleurs. Des clubs med tout compris. Tout inclus. Tout inclus, tout inclus, exactement. Est-ce que c'est une façon... C'est sûr que... Est-ce qu'ils sont heureux là et s'ils le choisissent de l'être, mais est-ce que c'est une façon de voir... En fait, il faut dire que lorsqu'on vieillit, on ne peut parler, là, mais il y a la maladie qui arrive. À partir de 75 ans, il y a une perte d'autonomie qui va peut-être, dépendant de la maladie, ou s'accentuer avec l'âge. Et ce qu'on retrouve dans ces résidences-là, certaines, lorsqu'on en a les moyens, parce que c'est des résidences très chères, lorsqu'on parle de certaines résidences privées, là, luxueuses, bien, on retrouve certains services. Et il y a des gens, des personnes... Pour des raisons qu'elles disent de sécurité, pour des raisons de... Elles décident d'habiter là. Et effectivement, si on prend le mot ghettoisé, oui, une certaine mesure, parce que les gens ont tout là-bas. Hein. Ils ont les déjeuners, les dîners, donc un service de cafétéria, ils ont d'autres types de services, la coiffeuse, etc. Fait que si on parle de se ghettoiser, oui, mais encore là, je pense qu'il faut... Il faut maintenir les liens sociaux avec nos proches qui sont à l'intérieur des résidences. Je pense que c'est là, Jeannette Bertrand en parlait plus tôt, je pense qu'il faut rester actif, mais ce que les personnes souhaitent en premier lieu, c'est aussi le maintien des liens sociaux. Et ça, c'est important. Ça me fait réfléchir à quelque chose. D'ailleurs, on parle beaucoup que nous tassons nos vieux. Mais est-ce que peut-être, quand on parle des résidences genre Club Med ou tout inclus, est-ce que peut-être ces générations-là n'ont pas envie de
de se regrouper ensemble et peut-être de se retirer des responsabilités familiales ou d'avoir une maison. Il y a peut-être l'autre côté de la médaille aussi, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que vous en diriez, vous? Il y a un désir de ça, non? Est-ce qu'il s'isole? Est-ce qu'il s'éloigne volontairement? Dans notre société basée plus sur le profit, etc., c'est clair qu'on peut bénéficier, ça pas dans les périodes de vacances et tout ça, d'un confort extraordinaire, la plage et tout. Mais je connais en tout cas deux couples qui, après être entrés dans une maison de retraite luxueuse précisément, la première année, ça a été. Ils ont pu avoir tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient en vacances, finalement. La deuxième année, ça a été en décrescendo. Et que finalement, quand on n'a plus de responsabilité, plus rien à faire, qu'on habite dans un hôtel de luxe ou qu'on soit dans un poulailler à quelque part, ça ne change rien, on n'existe plus. Alors c'est ça le problème. Et que font nos hommes politiques, surtout? Ils parlent toujours de faire démarrer l'économie ou faire marcher l'économie. Ça, c'est leur leitmotiv. Même les problèmes écologiques et tout ça, c'est un tout petit coin tassé à quelque part. Alors, dans ce concept, forcément, faire quelque chose pour que tout le monde s'intègre dans un travail qui n'est pas aussi rentable, ils ne vont pas le faire. Ça n'existe pas dans notre société. Oui, Jeannette, d'ailleurs, elle le parle dans son livre. Je ne sais pas si tout le monde a vu le livre de Jeannette, mais elle passe à travers tellement de points différents où elle parle justement de cet aspect, parce que nous vivons 30 ans, 40 ans de plus qu'autrefois. On pense qu'arriver à la retraite, c'est le party finalement. C'est agréable, on est en vacances, les responsabilités sont terminées, le travail aussi, mais que justement, qu'on le veuille ou non, quelque part, c'est comme les snowbirds aussi, j'imagine, qui partent vivre dans le sud l'hiver. Quelque part, ça finit par devenir monotone. C'est pas la vie, finalement. Donc, toujours ce besoin de se sentir utile et de vouloir, encore une fois... est-ce qu'il faudrait partir une nouvelle société de personnes âgées? La question est pas de ségrégation. Pas de ségrégation. Donc, ce serait, est-ce qu'on dit donc toujours, encore une fois, oui. c'est l'intégration des différentes générations. Une société inclusive et solidaire. Inclusive et solidaire. Et avec les besoins de tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a envie, je le répète, qui a envie de faire du bénévolat. Donc, le respect des choix, des goûts, on vit dans une société qui est plurielle. Le vieillissement est pluriel. Et donc, là, moi, ce qui m'importe, en tout cas, comme citoyenne, c'est de vivre dans une société solidaire, en respect du goût et des aspirations de chacun et chacune. C'est à partir du moment où je suis plus en mesure de réaliser mes aspirations que là, mon autonomie ou mon autodétermination est remise en question. Bien là, il y a lieu de s'inquiéter aussi dans une société comme la nôtre. Si on projetait dans le futur, vous venez d'en parler, ce serait une société inclusive, et quel serait idéalement, comme dans votre tome, votre troisième tome, du passé au présent, on arrive vers le futur. Qu'est-ce que vous lancez, vous, en tant que philosophie de vieillissement? On ne parle plus de vieillissement, on parle simplement des êtres humains qui sont là. Ils ont une âme, ils ont un esprit. Finalement, c'est beaucoup plus important que même la carapace qu'on porte sur nous. Et ça fait qu'on doit les respecter, quelle que soit leur situation. Celui qui n'a pas beaucoup appris dans sa vie, il va quand même aider. Et celui qui connaît beaucoup de choses, il va nous apporter aussi beaucoup. Donc chacun est très précieux. Alors, dans cette société, on pourrait parler de la synarchie. La synarchie, c'est de là que s'est faite notre démocratie. Les derniers événements de la synarchie, c'est sous Philippe le Bel en France, donc c'est loin. Et il ne nous reste qu'une bride de ça. Qu'est-ce que c'est la synarchie? La synarchie, c'est où les corps de métier gèrent la situation économique, je ne dirais pas politique, économique, sociale de tous.
ils ne sont pas payés pour faire ça. Ils sont délégués simplement dans une courte période. Ils ne peuvent pas passer toute leur vie comme dirigeants suprêmes de ci ou de ça, non. Mais eux, leur objectif est de faire en sorte que dans chaque capacité qu'on a d'aider la société, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et à ce moment-là, les rapports, ceux qui produisent de la campagne quelque chose, vont partager ou envoyer à des marchands qui vont, eux, sans objectif purement lucratif, le répartir comme il faut, et tout change. Tous les objectifs changent. C'est vraiment une réflexion à avoir quand moi, je serais très curieuse, et peut-être que nous pourrons y revenir après la pause. Je suis très curieuse des cours qui sont enseignés à ces jeunes qu'on veut inclure dans l'aide à la société vieillissante. Je serais très, très curieuse de savoir qu'est-ce qu'on leur enseigne, en fait. Est-ce que c'est juste de la maladie? Mais nous allons y revenir après la pause. Donc, si nous revenons brièvement sur la question des cours qui se donnent à l'intérieur de votre, du module de gérontologie, de quoi s'agit-il? En fait, la principale chose que moi j'enseigne, c'est de déconstruire les préjugés. Ça fait partie de au moins 3 modules. On déconstruit les préjugés qu'on a face au vieillissement. Les étudiants arrivent avec tellement de tabous que là, dont la sexualité, comme on a parlé tantôt, qu'on va parler. On discute aussi de l'organisation des soins de santé, des services sociaux, le processus de vieillissement, les problèmes cognitifs, les enjeux intergénérationnels, au niveau des habitations, ça aussi, on discute de ça. Donc, une multitude, en tout cas, le phénomène du vieillissement est complexe. Donc, ça couvre très largement. Donc, largement. Ça leur donne une belle vision de ce que ça toute la notion d'aptitude, d'inaptitude, d'autonomie, d'autodétermination, qui est un enjeu majeur actuellement, surtout lorsqu'on se trouve malade, parce que lorsque les personnes âgées se retrouvent malades, souvent, on a tendance à penser qu'ils ne sont pas en mesure de penser par eux-mêmes. Donc, il y a toute une partie de leurs droits sociaux et citoyens aussi qu'on met à l'écart. Les abus aussi, peut-être? Oui, abus, la maltraitance, oui, c'est des phénomènes très importants. Oui, qu'on discute de plus en plus aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes probablement en mesure, Mme Grenier, de me parler des instances gouvernementales et de ce qu'elles font pour les personnes âgées ou non, ou qu'est-ce qui est mis en place? En fait, vous êtes comme moi, vous écoutez les nouvelles actuellement. On sait très bien que au niveau des services sociaux au Québec, des politiques sociales, on est dans un contexte, à mon sens, de démantèlement des services sociaux. Et je trouve qu'une des catégories de la population qui est relativement touchée de façon importante, ce sont les personnes âgées. Les soins à domicile, les personnes en ont peu. C'est pas pour rien qu'on dirige les gens parfois en hébergement lorsqu'elles sont en perte d'autonomie. Parfois, lorsque la perte d'autonomie est légère, les gens sont en mesure de rester à domicile. Ils ont le soutien de les proches, de leur famille, de l'entourage, parfois même du voisinage. Mais lorsque la perte d'autonomie est un peu plus importante, bien là, les proches peuvent contribuer, mais à un moment donné, il y a l'épuisement des aidants. Oui. Et là, ce qu'on fait, c'est, faute de soutien à domicile et d'aide appropriée pour venir en aide à la personne elle-même, à la personne âgée, bien là, il peut y avoir un placement, entre guillemets, dans une résidence, une ARI qu'on appelle ressources intermédiaires, ou soit en CHSLD, mais CHSLD, comme Mme mentionnait tantôt, il y a tellement une liste d'attente que les gens ont le temps d'être à risque, parfois à domicile, parce qu'ils sont isolés. Monsieur en a parlé tantôt. L'isolement, c'est la pire chose aussi, parce que les gens, par la suite, tombent en dépression, effectivement. Qu'il y a un manque, moi, je dirais qu'il y a un manque de ressources, et c'est là que je pense qu'on arrive à une inégalité sociale parce qu'il y a un manque de reconnaissance de la personne âgée au sein de notre société. Et ça amène cette inégalité sociale, le manque de ressources
pour nos personnes âgées. Alors qu'on est pourtant très, très, très conscient qu'on s'en va de plus en plus vers ça, Oui, que la société vieillit de plus en plus, qu'on va être quand même une grande Tout à fait. majorité de population vieillissante, et Tout à puis fait. que les jeunes vont devoir prendre ça en main. Mais les gouvernements ont bien promis des choses, et là, en ce moment, on coupe là-dedans, alors qu'on avait bien pourtant prôné les soins à domicile et tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on comprend bien que de vieillir, on a bien compris, en tout cas tout au long de la discussion, qu'on est quelqu'un, on est quelqu'un qui désire être utile, on veut faire encore quelque chose, on a encore des projets, etc. Mais dans la vie, même dans la vie personnelle, dans la vie intime, nous sommes des êtres à part entière. Les personnes vieillissantes sont des personnes à part entière qui ont encore une sexualité, qui ont encore le goût de s'accomplir, qui ont encore le goût de découvrir et de vivre. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur ça? Est-ce qu'on se sent brimé sur le fait d'être vieux, de penser qu'on ne vaut plus rien finalement? M. Ardève, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça, par exemple? C'est très simple. En tant que couple? C'est très simple. Si on ne change pas, on va certainement à une catastrophe humanitaire, mondiale. On est tous séparés, on ne s'entraide pas, on essaie de faire des bénéfices sur le dos des autres. On va puiser nos ressources dans le crédit, un gouffre sans fond. On va chercher là, on va chercher là, on va chercher là. Certains en mettent des milliards dans ce qu'ils appellent le paradis fiscal, et d'autres se serrent la ceinture, et il y a de plus en plus de miséreux. Non, qu'on puisse trouver du bonheur dans un avenir, c'est qu'on change. Et on peut le changer que d'une façon communautaire, qui respecte l'individu et qui apprend aux enfants à chercher autre chose que de la pornographie publicitaire, en fait, sur une façon de vivre totalement folle. L'amour du prochain, en fait. L'amour du prochain, oui, bien sûr. Et sur le plan personnel, sur le plan de ce qui fait battre notre cœur, de ce qui... Il y a encore on se marie à des âges avancés, on retrouve l'amour. Les gens se séparent, d'ailleurs, divorcent tard, donc refont leur vie, etc. Les trajectoires, vous avez parlé de ça, Madame, tantôt. En fait, les trajectoires avant étaient linéaires. Maintenant, les trajectoires, elles sont différenciées. On le mentionnait, les vieillissements sont pluriels. Donc, on voit parfois des hommes plus âgés qui ont des enfants à 50 ans, des femmes aussi. Donc, on ne peut plus, je dirais, agir de la même façon ou intervenir de la même façon comme avant par rapport au vieillissement. Donc, les trajectoires sont plurielles. C'est ce qui est intéressant. On refait sa vie à tout âge. Oui, et on devrait davantage... Et on a une vie à tout âge. On peut revenir en arrière, puis refaire ou faire ce qu'on aurait souhaité faire, qu'on n'a pas fait, découvrir des nouvelles passions. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, effectivement. Oui. Et vous qui êtes en couple, qui vivez quand même une vie à deux, est-ce que vous vous sentez parfois ostracisé par la jeunesse qui se dit, qui veut pas voir vraiment la vie intime, une vie intime qui existe et qui doit tout son... et à laquelle on doit tout le respect? Mais moi, ça m'amène à la réflexion présente que qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec, comme Madame dit, une jeunesse qui n'est pas nécessairement consciente du vieillissement? Elle est consciente parce qu'elle sait, oui, ça va arriver, mais beaucoup plus tard. Mais ça nous rattrape tous, hein? C'est sûr. À un moment donné, oui. Oui, mais de quelle façon ça va être géré s'il y a de moins en moins de liens avec la situation de la vieillesse? Nos jeunes ne peuvent pas faire pire que ce qui se passe actuellement. Hein? Est-ce que le culte de la jeunesse nous amènerait peut-être vers une ère de vide, vers un creux, vers un manque? Moi, je refuse de penser ça. En fait, moi, ce que je dirais un peu, pas un peu, je dirais qu'il faut valoriser nos rôles qui sont multiples au sein de la société, nos identités, nos rôles et nos identités. Et il faut aussi faire confiance à la génération qui suit. Ils sont des jeunes extrêmement créatifs, passionnés, intéressés. Ils ont d'énormes qualités. C'est sûr qu'on parle d'un individualisme, mais
mais je fais confiance. Je vois des belles jeunesses, je vois des jeunes qui s'impliquent socialement, encore intéressés. Vous avez parlé à l'amour du prochain. Quand on parle de travail social, on s'investit auprès de l'autre. Je vois un souci aussi d'une société. Nos jeunes sont intéressés par l'écologie. En fait, on n'a pas fait très bien, nous, hein, comme génération. En fait, je vois des jeunes intéressés de multiples choses. En fait, oui, moi, je suis prête à leur léguer le flambeau. D'autres temps, d'autres mœurs. Oui. Il faut faire confiance à la jeunesse. Oui. Elle représente notre avenir. Oui, tout à fait. Et c'est indiscutable qu'elle va changer, qu'elle va évoluer. Et ça va faire boum un peu dans le sens constructif du terme, parce que dans le fond, l'humanité actuelle, elle est dans l'âge de fer, la pire période de l'humanité. On s'en va vers l'âge d'or. Il faut déjà qu'on essaye de changer à l'intérieur de nous, de savoir les valeurs qu'on a à l'intérieur de nous pour les partager. Et le monde meilleur va venir. Une conscience humaine et collective hein, aussi. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Pour ça, ben, c'est un bon point. En tout cas, on en est bien content. Est-ce que je pourrais avoir un petit mot de la fin pour chacun d'entre vous? Oui, je souhaiterais, ou j'aurais envie de dire, d'aller vers une reconnaissance plurielle. Pluralité, citoyenneté, identité. Et je souhaiterais que nos gouvernements, ou notre gouvernement, on peut même parler de nos deux gouvernements, s'impliquent davantage ou aient une vision d'avenir sur les impacts du vieillissement démographique actuellement et qu'on arrive à des solutions, je dirais, créatives et qu'on sorte, peut-être comme on a mentionné tantôt, nos vieux des ghettos et qu'on pense à une société davantage inclusive. Et à vos élèves? Et à votre cours en gérontologie? Bien, que ça vienne d'eux-mêmes? Non, je pas qu'on aille les chercher. Non, mais je pense qu'une part des professeurs, c'est d'intéresser ces étudiants à la matière. Et ça nous revient aussi comme professeurs également. Et socialement, on doit aussi... je pense que ces personnes âgées ont aussi une part aussi de s'impliquer, de contribuer d'une quelconque façon et de s'imposer dans certains lieux, des lieux politiques aussi, pour qu'on entende la parole des personnes âgées. Ça, c'est immensément important. Il faudrait peut-être les inviter à vos formations. J'ai tout le temps, moi, dans mes invités, des personnes. Oui. Bravo. Je suis surprise d'ailleurs qu'il n'y ait pas un volet peut-être, oui, c'est bien d'aller chercher nos jeunes étudiants, bien sûr, qui cherchent une direction à prendre sur le plan de l'université, mais il devrait peut-être y avoir une facette pour des personnes d'un certain âge qui auraient envie de faire comme une autre université, qui pourraient profiter peut-être. Qu'est-ce que vous dites, vous, Madame Legros, pour votre mot de la fin? Avec votre maman de 102 ans. Bien, moi, je rejoindrais tout simplement la thématique de notre émission qui était pourquoi on tasse nos vieux. Et je me dis que si effectivement c'est le mot qui vient à l'idée des gens, tasser nos vieux, lorsqu'on réalise ce mot-là, ce mot-là me fait mal, moi, intérieurement. Et je me dirais, faisons tout en sorte, moi, comme toute la collectivité humaine, faisons en sorte qu'ils se sentent le moins tassés possible et aidons-les à traverser ce cheminement de vie. Oui, parce que c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on construit pour nous, non? Oui, et Dieu sait qu'il le mérite beaucoup. Absolument, Madame Legros, merci. Et vous, Monsieur Ardève, un petit mot philosophique pour la fin? Oui, j'étais presque une conclusion tout à l'heure, mais ce que je pourrais ajouter, c'est qu'au lieu de vivre pour notre portefeuille, notre porte-monnaie, vivre avec notre cœur et partager. C'est la seule chose qui peut sauver l'humanité, finalement. Et c'est ça qu'il nous faut faire. Merci. En espérant que notre émission vous ait inspiré une réflexion sur le sujet de la place que nous accordons à nos aînés, je remercie mes invités pour leur participation. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et je vous retrouverai à la prochaine saison de notre émission « À vous la parole » qui se poursuivra en septembre avec d'autres sujets d'intérêt public pour la population de notre région. Tout au long de l'été, sur les ondes de Cogeco TV, vous pourrez visionner nos émissions en rediffusion qui sont également disponibles sur YouTube en tapant « À vous la parole, Martine Laval ».
N'oubliez pas que si vous désirez partager votre opinion, faire des commentaires ou apporter des suggestions, vous nous écrivez simplement à l'adresse affichée à l'écran. Je vous souhaite un magnifique été, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver à l'automne.